bonjour Nicolas Bourbouze, vous êtes secouriste de formation, de métier, vous habitez les Hautes-Alpes, à Aiglier, et comme nous tous, vous avez commencé par voir des images de l'Ukraine à la télévision, sauf que vous avez posé votre télécommande, vous êtes allé prendre votre ambulance, et sans réfléchir, vous avez traversé l'Europe. Je dis sans réfléchir, parce que vous n'avez même pas pris de passeport pour aller en Ukraine. Exact. Racontez-nous. Ouais, je suis parti rapidement à l'issue de ce que je voyais à la télé. Ça m'est resté insupportable. Et vous n'avez pas de famille, pas de lien avec l'Ukraine, non? C'est Aucun. ce que vous avez vu. C'est ce que j'ai vu, voilà. J'ai eu un sentiment d'injustice par rapport à ce que je voyais, et du coup, ma position était de partir aider là-bas. Donc effectivement, la première période, ça a été de l'aide sur Medica sur la Pologne, parce que je n'avais pas de passeport. Du coup, vous êtes revenu en France, reprendre votre passeport. Exactement. Et vous êtes allé là, on vous voit, vous êtes à Irpin. Donc Irpin, là où il y a eu des combats, c'est à la banlieue de Kiev. Racontez-nous, dans votre ambulance, vous avez sauvé qui alors? Des civils? Des civils. Des civils? J'ai eu que des civils. Que des civils. Alors j'ai eu, quand je n'avais pas de personnes blessées par des éclats d'obus, parce que c'est les personnes blessées que je transportais à l'hôpital, c'était ça, c'est dû à des éclats d'obus. Le reste du temps, c'était de l'extraction. C'était de l'extraction de civils à partir du pont jusqu'à l'entrée de Kiev, où ils s'étaient pris. Qui avait été détruit. Qui avait été détruit, exactement. Ouais. On a vu ces terribles images à Kramatorsk, 52 morts. On s'interroge si c'est, malencontreusement, pas un dégât collatéral, mais un dégât de guerre, ou s'il y a une volonté chez les Russes de cibler les civils. Votre impression de ce que vous avez vu à Irpin? Alors, je vais pouvoir vous répondre. Le jour où j'ai vu vos équipes, il y a eu un bombardement à proximité où je ne me sentais pas visé. Donc, je savais qu'ils visaient des positions ukrainiennes, militaires. Le lendemain, on a été pris à partie. 3 ambulances sur la route d'Irpin. On était positionnés à côté de la forêt et là, c'est tombé. C'est tombé sur les ambulances. Il y a une ambulance qui a été touchée. On a juste eu le temps de se mettre à l'abri dans un fossé. Les arbres explosaient au-dessus de nous, les branches tombaient. Il n'y avait que les ambulances à ce moment-là. Il n'y avait pas de position militaire. Vous étiez clairement pris pour cible, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer. C'est ce que je suis en train de vous dire. On a été pris pour cible. Et on a peur dans ces cas-là? On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Alors ça, je me le demandais tous les jours. Ce jour-là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Ouais, ça y est, c'est fini. Ça a été le voyage de trop. Et qu'est-ce qui vous a fait rester alors? Pourquoi est-ce qu'on reste? Parce que vous êtes rentré le 31 mars et je sais, on me l'a soufflé dans l'oreillette juste avant, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de repartir, malgré ces images au plus près du combat et la peur de ne pas en survivre. Ouais, complètement, parce que je ne suis pas un kamikaze, j'ai pas envie de mourir. Maintenant, la force que j'ai en faisant ça, c'est si vous voyez les yeux des enfants, des femmes, des vieillards que j'ai pu sortir de là-bas, quand je les ramenais sur Kiev au niveau du checkpoint militaire, ils me sautaient dans les bras. Cette force, elle est là. Vous communiquez comment avec eux? Parce que vous baragouinez l'anglais, mais eux, ils ne parlent pas forcément anglais. Vous ne parlez pas ukrainien, vous... Absolument. Comment on communique alors? Eh ben, ça a été un facteur énorme de chance. J'ai en fait là-bas des contacts, j'ai eu des contacts. Il y a tout un réseau qui s'est organisé pour l'aide médicale et l'aide humanitaire. Du coup, j'ai notamment une fille sur Lviv qui est ukrainienne mais qui parle très bien français. Quand j'avais un problème, je l'appelais sur son portable, je lui passais les soldats, les policiers ou la garde territoriale. Et elle leur expliquait ce que je faisais, où j'allais, parce que ça m'est arrivé d'être perdu aussi. Voilà, je suis tombé sur des Français, tout simplement. Il y avait des Français ukrainiens. Et je me souviens notamment à l'entrée de Kiev où j'étais complètement perdu. Et le monsieur me dit bonjour. Et en fait, c'était un Ukrainien qui parlait français et qui m'a aidé. On s'aperçoit de l'humanité, et c'est finalement ce que vous disiez, les yeux des gens qu'on sauve. Ouais. On sauve des civils, des soldats ukrainiens, des soldats russes. Alors, j'ai pas eu de soldats russes. Et si vous trouvez un soldat russe? Je suis neutre. Je suis quelqu'un de neutre. C'est l'humanité avant tout. C'est l'humanité. Et à titre d'exemple, il m'est arrivé à Medica de transporter 2 femmes russes en Tchéquie. Donc, ils m'ont interpellé, en fait, discrètement. Elles m'ont expliqué qu'elles étaient russes. J'ai téléphoné à une amie qui parlait russe, qui a pu communiquer avec elles. Et en fait, elles avaient très peur. Elles sont passées par l'Ukraine. Elles avaient très peur. Je les ai déposées en Tchéquie. Donc, je suis neutre. On sait qu'il y a beaucoup de Russes qui ont pris fait et cause pour le peuple ukrainien, et de Russes qui vivent en Ukraine.
Salaire idiot, mais ça fait 1 mois et demi que vous avez mis votre vie entre parenthèses pour faire ça. Vous vivez de quoi? Et où est-ce que vous trouvez l'argent? Parce qu'on imagine, votre ambulance d'ailleurs, elle a dû... Elle a c'est souffert. facile de traverser l'Europe et de rouler sur les routes qu'on voit là, en Alors Ukraine? en Ukraine, non, non, les routes, suivant les secteurs où j'ai été, clairement, l'ambulance, elle est en fin de vie, là. Ah oui? Ouais, ouais, elle est vraiment en fin de vie. Là, C'est d'ailleurs, les j'ai suspensions, les les roues? suspensions, l'embrayage, là, il y a tout qui est vraiment en sale état. Le financement, jusqu'à maintenant, c'est mes fonds propres et la maison du sauvetage qui avons avancé avec payé. Mhm. Aujourd'hui, si je ne suis pas là-bas, c'est uniquement parce que je n'ai plus les finances pour y aller. Je me suis mis au-delà de la zone rouge. Voilà. Vous avez toujours des contacts avec, que vous auriez pu nouer quand vous étiez en Ukraine? Oui, bien sûr, ouais, j'ai encore des contacts. Et au-delà de ça, Des gens qui vous appellent? j'ai 3 personnes hier qui m'ont appelé, qui étaient en Ukraine, en me disant au secours. En me disant au secours. J'ai le ministère des Affaires Attendez, étrangères ce sont des civils Des ukrainiens, français, d'accord. français, voilà, qui m'ont joint sur mon téléphone en me disant au secours. Et ils habitent où, ces civils, par exemple? Vers Dnipro, ils sont sur la zone est. Ouais. En fait, on est seul au monde quand on est français là-bas. On se débrouille comme on peut. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Ouais. Ouais. Comment on vit là-bas? Il y a eau, électricité, comment on se lave, comment on mange, comment... Alors, tout n'est pas identique aux mêmes endroits. C'est-à-dire que si vous êtes sur le secteur d'Elviv, vous avez l'impression qu'il n'y a même pas de guerre. Lviv, c'est l'ouest, hein, C'est l'ouest. préservé. Tout est normal. Kiev, vous avez l'eau, l'électricité, il y a quelques hôtels qui sont ouverts. Ouais. Il y a juste les restaurants, les choses comme ça, où qui sont fermés, voilà, les bars qui sont fermés, mais sinon, vous trouvez tout. Clairement, vous trouvez tout. L'essence, ça devient plus compliqué. Enfin, en tout cas, quand je suis parti, ils étaient limités pour le diesel à 20 litres par véhicule. Merci beaucoup, Nicolas Bourbouze, et bravo pour votre courage. Et puis, écoutez, hein, si jamais vous repartez en Ukraine, on reste en contact et on en parlera aux téléspectateurs. Merci. Merci à vous.